Ce qui se passe actuellement avec la météo sur la planète ne peut absolument pas être qualifié d'été ordinaire. En même temps, dans différentes régions du monde, plusieurs scénarios extrêmes sont prévus et chacun d'entre eux bat des records. Quelque part, l'air se réchauffera jusqu'à des valeurs qu'on n'a pas vues depuis plus de 70 ans. Quelque part se forme un phénomène orageux, tellement rare qu'on ne sait même pas à quelle classe de danger le rattacher. Et quelque part, en plein cœur de l'été, on discute sérieusement du risque de neige. Une telle combinaison d'anomalies simultanées, les météorologues ne s'en souvenaient plus depuis très longtemps. Nous avons rassemblé les données les plus récentes des principaux services météorologiques du monde et nous avons établi de nouvelles prévisions. Les météorologues ne constatent pas une catastrophe isolée, mais toute une chaîne d'événements qui se superposent les uns aux autres et amplifient les conséquences pour des millions de personnes. Comme d'habitude, commençons par l'Europe, où une vague de chaleur extrême s'abat pour la 3e fois cet été. Un nouveau dôme de chaleur s'est de nouveau installé au-dessus du continent, une puissante zone de haute pression qui plaque littéralement l'air au sol et l'empêche de se refroidir. Les chiffres sont effrayants. Dans le sud-ouest de la France, les thermomètres affichent jusqu'à 40 degrés. Sur le littoral méditerranéen du pays, on atteint déjà 42 degrés. Dans le nord-est de l'Espagne, les météorologues ont déclenché l'alerte rouge pour des températures atteignant 42 degrés, tandis qu'à l'est du pays et aux îles Baléares, on attend jusqu'à 44 degrés. Dans certaines régions intérieures du Portugal, on prévoit 43 degrés. Et selon le scénario le plus sévère, certains modèles annoncent pour l'ouest de la France une valeur de 44 à 46 degrés. Ce n'est plus un été, c'est une épreuve de résistance. Et voici ce qu'il est important de comprendre. Le principal danger ne vient pas des pics de la journée, mais des nuits. Sur la côte est de l'Espagne et aux Baléares, le thermomètre ne descend pas. La nuit, en dessous de 25 à 28 degrés. Cette vague en a une devancière, et ses conséquences ne peuvent pas être passées sous silence. La vague de chaleur de fin juin, les spécialistes la qualifient déjà de la plus sévère jamais enregistrée en Europe, a coûté la vie à des milliers de personnes. Ce n'est pas une statistique abstraite, c'est le prix que le continent a déjà payé pour cette première vague. Les experts sont catégoriques. On n'avait rien observé d'une telle intensité depuis 30 ans. L'océan, réchauffé, restitue à l'atmosphère des quantités colossales d'humidité et d'énergie. Et cette énergie propage la chaleur dans de nombreuses régions, y compris en Europe. Selon les prévisions, cette chaleur anormale durera au moins jusqu'au 22 juillet, avec l'intensité la plus forte à l'ouest et au sud du continent. Londres se prépare à 34 degrés. Et ce n'est pas tout. Parallèlement à la chaleur, un nouveau facteur entre en jeu, capable de bouleverser radicalement le scénario dès la fin de la semaine. Les météorologues ont détaillé la chaleur jour par jour et pays par pays, et le tableau varie selon les régions. En Espagne, l'Agence météorologique nationale annonce que la 2e vague de chaleur prendra officiellement fin jeudi, mais il est trop tôt pour se réjouir. Les cartes montrent que la canicule va simplement se déplacer plus loin sur le continent. Dans la vallée du Guadalquivir, les thermomètres afficheront tout de même jusqu'à 43 degrés, tandis qu'à l'est du pays et aux Baléares, une nouvelle vague se prépare avec, à 1400 mètres d'altitude, des températures dépassant le 99e centile des 30 dernières années. Autrement dit, on n'avait presque jamais vu cela à cette période de l'année depuis le début des observations. Le Portugal se prépare à 43 degrés, avec des alertes canicules en vigueur dans plusieurs provinces de l'intérieur. En France, le service météorologique a déjà enregistré les premiers records. Le 6 juillet, les thermomètres ont dépassé 41 degrés. C'est un chiffre tout simplement sans précédent pour un mois de juillet. Dans les prochains jours, les prévisions pour le pays se situent globalement entre 36 et 38 degrés, avec localement 38 à 40 degrés et plus dans le sud-ouest et près du golfe du Lion. L'Allemagne a, pour l'instant, un peu plus de chance. Le week-end des 11 et 12 juillet, la chaleur atteindra le sud-ouest du pays. Les thermomètres afficheront entre 32 et 35 degrés. En revanche, le nord et l'est du pays resteront relativement frais grâce à l'air marin, la température n'y dépassera pas 30 degrés. Et voici un détail qui mérite d'être souligné à part. En Rhénanie du Nord-Westphalie, autour de Cologne, il ne s'agit pas simplement de chaleur, une véritable sécheresse s'installe. Selon les calculs du service météorologique allemand, aucune précipitation n'est attendue dans la région pour les 10 à 14 prochains jours. Certains modèles vont même jusqu'à montrer que, jusqu'au 20 juillet, il ne tombera pas une seule goutte de pluie dans certaines zones. L'Autriche vit ces jours-ci sous une tension particulière. Après une courte accalmie, l'atmosphère s'échauffe à nouveau. Avec le passage d'un front froid, les météorologues attendent des averses généralisées et, par endroits, de violents orages, la Carinthie,
le Burgenland et la Basse-Autriche étant particulièrement menacés. Déjà, fin juin et début juillet, des cas de tornades avaient été enregistrés dans ces mêmes régions. Avec une météo aussi contrastée, on ne peut exclure que cela se reproduise. La Grande-Bretagne connaîtra, quant à elle, des températures supérieures de 10 à 15 degrés à la normale saisonnière. La Suisse se prépare à son propre coup de chaleur. La canicule touche le nord et l'ouest du pays, les températures grimperont jusqu'à 35 degrés et les autorités ont déclenché le niveau d'alerte 3. Et ce n'est déjà plus une simple prévision. À Locarno, dans le sud du pays, le record de température du jour vient d'être officiellement battu avec 34 degrés. Dans le Schleswig-Holstein, le niveau d'alerte 3 sur 4 a été déclenché. On attend des rafales de vent tempétueuses d'environ 75 km/h et des averses pouvant atteindre 35 litres au mètre carré en 1 heure. En Bavière, le scénario est similaire, avec un niveau d'alerte de 2 à 3 sur 4. À l'échelle du pays, les rafales lors des orages peuvent atteindre 100 km/h. En Roumanie, un code jaune d'instabilité a été déclenché pour 37 départements d'un coup. Les météorologues attendent des rafales jusqu'à 80 km/h, de fortes averses et de la grêle atteignant 3 cm. Il existe un paramètre que les météorologues mentionnent rarement dans les prévisions habituelles, mais qui explique pourquoi les orages seront ici particulièrement violents. Il s'agit de l'énergie potentielle convective disponible, en clair, la réserve de carburant accumulée par l'atmosphère pour la formation des orages. Au-dessus de la République tchèque et de la Pologne, cet indicateur atteint 3500 joules par kilogramme. À titre de comparaison, un orage d'été classique se forme déjà avec des valeurs de quelques centaines de joules. Autrement dit, l'atmosphère y est chargée plusieurs fois plus que la normale, et c'est précisément pour cela qu'il ne s'agit pas d'une simple pluie, mais de fronts orageux potentiellement destructeurs. Mais le principal rebondissement reste à venir. Au large du Portugal naît un système qui va couper la péninsule ibérique en deux. À partir du 10 juillet, une dépression isolée se formera au large des côtes atlantiques du Portugal et de la Galice. Le mécanisme est inhabituel. Cette masse d'air se détache littéralement du flux principal et s'affaisse, puis reste bloquée sur place, incapable de progresser vers l'est. Il en résulte la formation d'une puissante crête d'air chaud venue tout droit du cœur du Sahara. Les conséquences sont à l'image d'un miroir. À l'ouest de la péninsule ibérique, en Espagne et au Portugal, de fortes averses et des orages se déclencheront. Mais à l'est, aux mêmes dates, une troisième vague de chaleur extrême s'embrasera, avec des températures atteignant 44 degrés. À 1400 mètres d'altitude, l'air se réchauffera jusqu'à des valeurs records. L'est de l'Espagne et les Baléares connaîtront une chaleur littéralement record, tandis que des pluies torrentielles tomberont à peine quelques centaines de kilomètres plus à l'ouest. Une seule péninsule, deux catastrophes totalement différentes en même temps. Parlons maintenant de ce qui a poussé les météorologues à évoquer un événement extrêmement rare pour un mois de juillet. Au-dessus de la mer Baltique se développe une tempête qui ne se produit pratiquement jamais à cette période de l'année. Le cyclone a reçu le nom de Bernadette, et il s'est renforcé si rapidement qu'il a pris de court même les météorologues les plus expérimentés. La cause réside dans le contraste des températures. L'eau au large de l'île de Gotland s'est réchauffée jusqu'à 18 ou 19 degrés, au-dessus de la normale climatique, tandis qu'à environ 5,5 km d'altitude, un air très froid a fait irruption au même moment. Un tel écart constitue le carburant idéal pour une cyclogenèse explosive. Et avant de s'enfoncer à l'intérieur des terres, le cyclone a eu le temps de frapper le point le plus occidental de la Russie. À Kaliningrad, depuis la nuit du 8 juillet, la pluie tombait littéralement en trombe, ne faisant que s'intensifier d'heure en heure. Le système d'évacuation des eaux pluviales n'arrivait plus à suivre, et des inondations ont commencé dans les rues. Le vent s'est renforcé jusqu'à atteindre des valeurs de tempête, balayant la ville. Les vagues de la Baltique, près du rivage, montaient jusqu'à 5 mètres. Sur le littoral polonais, les rafales de vent atteignaient 120 km/h et plus, et jusqu'à 122 km/h dans la région de Kaliningrad. Dans le golfe de Gdańsk, la tempête a atteint le degré 12 sur l'échelle de Beaufort. La limite supérieure de l'échelle, une force d'ouragan. L'Allemagne n'a pas non plus été épargnée par la tempête. Le nord-est a connu des rafales de vent atteignant 80 km/h et une montée du niveau de l'eau sur le littoral, avec un risque d'inondation localisé des quais et des ports. Il existe aussi un troisième point chaud sur la carte des prévisions européennes. Le système météorologique, qui a déclenché les intempéries à l'ouest du continent, se déplace vers les Balkans. La Serbie, la Roumanie et la Bulgarie sont menacées, où orages et fortes pluies peuvent en quelques heures à peine inonder les zones basses et les rues des villes. En Écosse, l'Agence de protection de l'environnement
a émis un avis d'inondation pour une vaste partie des Highlands. Et dans la région italienne du Frioul-Vénétie julienne, le service de cartographie d'urgence a déjà enregistré une activation simultanée pour 2 menaces, les inondations et les glissements de terrain. Mais le plus étonnant reste à venir. Le cyclone Bernadette ne s'arrête pas à la Baltique. Il poursuit sa route vers l'est, où un autre tourbillon l'attend, un cyclone thermique né au-dessus du nord de la mer Caspienne. Lorsque 2 cyclones se retrouvent à proximité immédiate l'un de l'autre, un phénomène étonnant se produit. Ils se mettent à tourner autour d'un centre commun, et l'un finit par absorber l'autre. Ce phénomène s'appelle l'effet Fujiwara. Et il est si rare en été que les météorologues ne l'observent qu'environ une fois tous les 10 ans. Cette fusion donnera naissance à un gigantesque supercyclone régénérant au-dessus de la partie centrale de la Russie. Evgeny Tichkovets, spécialiste principal du centre météorologique Phobos, a décrit la situation ainsi. Le week-end à venir, l'effet Fujiwara donnera naissance à un supercyclone et des pluies torrentielles anormales s'abattront sur la capitale. Les chiffres sont en effet impressionnants. Le week-end des 11 et 12 juillet, il pourrait tomber à Moscou jusqu'à 67 mm de précipitations, soit 80% de la norme mensuelle en seulement 2 jours. Les pluies pourraient tomber à Moscou presque sans interruption pendant 6 jours d'affilée, et une amélioration nette ne se fera sentir que vers mardi. La capitale ne sera pas la seule touchée. Dans la région de Toula, environ 24 mm de précipitations sont attendues, et les météorologues sont clairs. Des inondations sérieuses seront inévitables. Dans la région de Nijni Novgorod, le risque d'incidents locaux augmente en raison des égouts pluviaux obstrués. Sur fond de contraste marqué entre les masses d'air dans la partie européenne du pays, le risque de tornades reste également élevé, avec les régions de Vladimir, d'Ivanovo, de Kostroma et de Nijni Novgorod en zone à risque, tout comme le littoral de la mer Noire, où les tornades se forment de plus en plus fréquemment ces derniers temps. Le 5 juillet, une tornade de ce type a d'ailleurs déjà été enregistrée dans la ville de Peterhof, près de Saint-Pétersbourg. L'Oural vit à son propre rythme orageux. Dans la région de Tcheliabinsk, une alerte tempête prolongée est en vigueur, de très fortes pluies, des orages, par endroits de grosses grêles et des rafales atteignant 25 mètres par seconde et plus. Dans le kraï de Perm, le scénario est similaire, avec des rafales de vent atteignant 28 mètres par seconde. Plus au sud, le tableau est diamétralement opposé. Dans la région de Volgograd, le niveau 4, le plus élevé, de risque d'incendie a été déclaré, avec une chaleur qui se maintient à 35 degrés. Dans la région voisine de Rostov, la situation est encore plus tendue. Une alerte tempête pour risque d'incendie extrême a été mise en place, avec des températures atteignant 40 degrés. La Sibérie, quant à elle, offre sans doute le contraste le plus étonnant de ces jours-ci. Dans le sud de la région, on observe de très fortes pluies, des orages, de grosses grêles et des rafales atteignant 25 mètres par seconde. Au même moment, dans le nord-ouest de la Sibérie, un anticyclone arctique se renforce et la température y descend de 3 à 8 degrés en dessous de la normale. Les météorologues n'excluent pas que, à Norilsk, sur la péninsule de Taïmyr, dans le district autonome des Yamalo-Nenets et dans le nord-ouest de la Iakoutie, de la neige fondante puisse tomber en plein mois de juillet. Alors que l'Espagne bat des records de température, une partie de la Russie se prépare à voir de la neige en été. Un paradoxe à l'échelle d'une seule et même planète. L'extrême-orient est également sous surveillance. Dans le kraï de Khabarovsk, de fortes pluies sont attendues dans les prochains jours, ce qui pourrait faire monter le niveau des rivières d'1,5 mètre, avec par endroits un débordement sur les plaines inondables. Au Kamtchatka, la situation est déjà tendue. Le niveau de la rivière près du village de Lazo a dépassé le seuil critique. Une toute autre histoire se déroule dans le sud du pays, sur les bords de la mer Noire. Alors que toute la Russie européenne est balayée par les pluies, le kraï de Krasnodar vit sous l'emprise d'un anticyclone peu mobile installé au-dessus de la mer. La journée, l'air se réchauffe jusqu'à 30 à 33 degrés. Aucune tempête majeure n'est attendue dans les prochains jours. Mais il est encore trop tôt pour se relâcher. Dans 2 jours, un front atmosphérique pourrait arriver de l'ouest, apportant une vague d'orage intense. Une question logique se pose alors. Pourquoi la fournaise européenne ne se propage-t-elle pas jusqu'en Russie? La réponse tient en ceci. La crête de l'anticyclone des Açores, responsable de la chaleur en Europe, ne parvient pas à progresser vers l'est, sa route étant barrée, l'une après l'autre, par des vagues de cyclones atlantiques. Il en résulte que les pluies persistantes en Russie constituent une sorte de bouclier qui protège le pays de la canicule européenne au prix de week-ends trempés. Une chaleur durable n'atteindra Moscou au mieux qu'à la fin du mois de juillet, et un temps véritablement chaud ne s'installera qu'en août, pendant que l'Europe lutte contre le feu et que la Russie lutte contre les pluies. À l'autre bout de la planète fait rage la tempête la plus puissante de la Terre. Le super typhon Bavi
dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, est déjà le 3e super typhon de l'année 2026 dans la région. Et sa force n'a rien à envier à celle d'un ouragan de catégorie 5. La vitesse maximale du vent soutenu près du centre atteint 315 km/h. La pression au centre est tombée à 919 millibars. Le typhon a déjà frappé Guam et les îles Mariannes du Nord. Okinawa est la prochaine sur la liste. Les météorologues japonais attendent le passage du typhon à proximité des îles les 10 et 11 juillet, avec des rafales atteignant 250 km/h. La tempête passera ensuite au nord de Taïwan et devrait toucher terre dans la province chinoise du Fujian dans la nuit du 11 au 12 juillet, ou tôt le matin du 12 juillet. Les autorités chinoises ont déjà entamé l'évacuation des pêcheurs et des équipages de navires. La raison d'une telle puissance, la température de surface de l'océan sur la trajectoire du typhon avoisine les 29 degrés, ce qui représente une réserve d'énergie colossale pour ce phénomène. Derrière toutes ces catastrophes locales se cache une seule et même cause: un épisode El Niño anormalement puissant en 2026. Un expert du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, fort de plus de 30 ans d'expérience, l'a reconnu ouvertement. Il n'avait jamais rien vu de tel au cours de sa carrière. Et l'on s'attend à ce que le phénomène se maintienne au moins jusqu'en février-mars 2027, autrement dit, nous en ressentirons les conséquences encore longtemps. Pendant que nous continuons d'analyser, de rassembler des données et d'établir de nouvelles prévisions, regardez dès maintenant nos autres vidéos sur les risques naturels sur notre chaîne YouTube.